Bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette conférence. C'est un peu la dernière d'un cycle. À partir de la semaine prochaine, on va attaquer, si je puis dire, le sujet de l'exposition temporaire, sur l'enfance en temps de guerre à travers le jeu et le jouet. Mais ce soir, on va parler d'un sujet qui nous préoccupe tous, alors qui nous préoccupe depuis longtemps. C'est comment on traite de l'histoire de la Shoah sur les réseaux sociaux. On était déjà préoccupé de son traitement sur Internet, pour tout vous dire. Alors, les réseaux sociaux, ça a été une dimension supplémentaire, et à travers l'intelligence artificielle. Il y a quelques études qui font un peu froid dans le dos. Alors, pour parler de ça, on a invité Karel Frakapan, qui travaille à l'UNESCO, à la section éducation, et plus particulièrement sur le responsable de la section mémoire et de discrimination. Donc, il va nous faire un topo d'1 heure et à l'issue duquel vous pourrez échanger. Alors, pour une fois, je ne vais pas rester jusqu'au bout, mais Céline et mes collègues font peut-être passer le micro, on verra. Donc, je vous laisse la parole pour une petite heure et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux. Donc, je m'appelle... D'abord, des remerciements, bien sûr, au Centre historique pour la résistance et la déportation. Je suis très, très heureux d'être là, très honoré. Et puis, c'est aussi un privilège pour moi d'avoir l'opportunité de parler un petit peu en praticien, on va dire, de ces questions qui, en réalité, ont une vraie résonance en France, en Europe et dans le monde. Donc je m'appelle Karel Frakapan, je travaille au siège de l'UNESCO à Paris. Je suis fonctionnaire international, donc je trouve que je suis français également, mais c'est un petit peu... ça, c'est le hasard. Ce dont je vais vous parler ce soir, c'est la question de la mémoire de la Shoah et des dangers qu'elle court aujourd'hui, à notre sens. Je vais me baser sur une perspective qui sera quasi exclusivement internationale, puisque on est une agence de l'ONU, donc on travaille de manière globale. Je vais essayer d'aborder un certain nombre d'enjeux qui nous préoccupent, qui sont des obstacles à une compréhension de l'histoire de la Shoah aujourd'hui, qui sont des obstacles et des enjeux qui sont plutôt d'ordre idéologique. Et c'est ça que je vais essayer de mettre en exergue, mais en essayant de montrer le lien de ces enjeux avec l'environnement numérique et notamment l'intelligence artificielle et toutes les autres méthodes qui tentent à amplifier ces tendances idéologiques qui sont en jeu aujourd'hui et qui posent véritablement problème. Juste pour resituer, tout le monde connaît l'UNESCO. On sait ce que c'est. Très bien. Bon, c'est une agence des Nations Unies, ça vous le savez. Je vous rappelle cette phrase du préambule de la charte constitutive de l'UNESCO qui est célèbre et qu'on aime beaucoup rappeler, c'est une belle phrase. Et celle-ci énonce que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Donc, fondamentalement, l'idée, c'est de promouvoir la solidarité intellectuelle et morale des peuples. Notre travail, et vous allez le voir à travers ce que je vais vous présenter, c'est aussi de chercher en ce sens à établir des normes internationales, d'essayer de créer des espaces et des outils de coopération entre les États membres, entre les sociétés civiles, entre les États et les sociétés civiles, et puis de servir aussi de laboratoire d'idées en essayant de fournir en réalité une expertise technique pour la mise en place des politiques publiques. Donc évidemment, notre travail sur la Shoah s'inscrit dans cette mission. Et cela se fait à travers le monde. L'UNESCO, c'est aussi 53 bureaux à travers le monde. Ce sont des centres un petit peu partout, de gros centres de recherche, d'enseignement à travers le monde. Et de manière très générale, c'est l'organisation qui est en charge
des politiques d'éducation c'est le bras armé des Nations Unies pour l'éducation. Moi, je travaille dans le secteur de l'éducation. Il y a plusieurs secteurs à l'UNESCO. Le plus gros, c'est le secteur de l'éducation. Notre travail, c'est la mise en œuvre de l'agenda mondial de l'éducation 2030. Donc, c'est le cadre général que doivent suivre les États membres de l'ONU, de l'UNESCO. Et ce cadre général place en son cœur l'éducation, le développement durable et l'éducation pour la citoyenneté mondiale. Donc c'est vraiment là-dedans que s'inscrit notre travail sur la mémoire de la Shoah. Je tiens à le préciser parce que peut-être certaines choses que je vais vous dire peuvent sembler peut-être un petit peu exotiques aussi lorsqu'on a l'habitude plutôt d'un cadre national sur cette question-là. Et on travaille sur la base d'un instrument normatif que vous connaissez peut-être, qui est la recommandation de 2023 sur l'éducation pour la paix et les droits de l'homme, la compréhension internationale, la coopération, les libertés fondamentales, la citoyenneté mondiale et le développement durable. Ça, c'est un texte normatif, c'est le seul texte normatif en éducation qui permet d'encadrer, en réalité, les politiques des États membres dans les domaines cités dans le titre. Ça a été adopté par consensus. Et à l'intérieur de cette recommandation, nous avons intégré un paragraphe qui a été discuté par l'ensemble des États membres sur le rôle de l'enseignement de l'histoire dans les processus de réconciliation. Ce que nous appelons en réalité l'enseignement des passés violents, évidemment. Le travail que nous faisons sur la mémoire de la Shoah, qui est un événement avant tout européen, s'inscrit dans cet ensemble. Pour commencer véritablement à rentrer dans le propos de ce soir, je vais vous donner quelques chiffres que vous avez déjà peut-être lus dans la presse ces dernières années. Ce sont des chiffres issus d'une étude qui a été commanditée par une organisation juif qui s'appelle la Claims Conference, qui est basée à New York, et qui nous dit que près d'un tiers des Américains et plus de 4 jeunes nés après 2000 sur 10, 40%, estiment que le nombre de Juifs tués pendant la Shoah est largement inférieur à 6 millions, certains avançant même 2 millions ou moins. Par ailleurs, bien qu'il ait existé environ 40 000 camps de concentration et ghettos durant la période de la Shoah en Europe, près de la moitié des Américains, 45%, sont incapables d'en citer un seul. En France, 57% des personnes interrogées ne savent pas que 6 millions de Juifs ont été tués pendant la Shoah. Ce pourcentage grimpe de manière significative à 69% chez les répondants des générations post-2000. 2% ont entendu parler de Drancy. Alors, les résultats sont à peu près similaires dans tous les pays étudiés. Alors, on note, à contrario, une forte conscience de l'importance de l'événement, paradoxalement, et l'idée chez beaucoup qu'il pourrait se répéter, qu'il est nécessaire de l'enseigner, ce qui est l'aspect positif. Donc on a à la fois ignorance des faits historiques et en même temps un sens de cet héritage et de la signification de ce génocide. Alors je ne résiste pas à vous donner les chiffres autrichiens que je trouve assez remarquables. Seulement 13% des répondants pensent que l'Autriche était un pays responsable de la Shoah. 28% que beaucoup d'Autrichiens ont aidé les Juifs. Alors pour mémoire, Yad Vashem en Israël a reconnu 109 Juifs autrichiens. 14% des Autrichiens savent que Eichmann était autrichien. Donc on parle, et c'est là que c'est véritablement inquiétant, de pays, les États-Unis, l'Autriche, la France, où cette mémoire est omniprésente dans le débat public et où cette histoire est enseignée depuis longtemps, et on a envie de dire plutôt bien, dans la mesure où elle est bien structurée, soutenue par les pouvoirs publics, par des fondations. Il y a de l'argent, il y a des mémoriaux, il y a des musées, il y a tout ce qu'on veut. Donc c'est inquiétant. Autre facteur d'inquiétude, évidemment, et que ces chiffres reflètent certainement à certains égards, c'est l'éloignement temporel, le fait que l'on se sente moins en relation avec cet événement du fait de la disparition des témoins. Ça, on le rappelle souvent. Déjà, c'est pas mauvais en soi, ça n'empêche pas, c'est pas parce que les gens disparaissent qu'on ne peut pas enseigner un événement historique, évidemment. Mais c'est un changement en cours qui requiert naturellement des ajustements des politiques éducatives et mémorielles. Les enjeux numériques dont je vais parler un petit peu tout à l'heure sont évidemment très prégnants. Des sources d'informations alternatives, non vérifiées, non professionnelles, produites quelquefois par des modèles
de langage, d'intelligence artificielle, qui viennent parasiter le discours officiel, qui viennent parasiter les discours éducatifs, scientifiques, qui les délégitiment, des modes d'apprentissage et de communication qui sont différents, qui requièrent là aussi d'importantes adaptations des méthodes d'enseignement, et bien sûr et surtout la diffusion massive et sans limite de discours de haine antisémites et de désinformation, ainsi que des tentatives de recrutement, je pèse mes mots quand je choisis cette expression, par des groupes extrémistes violents sur des plateformes numériques et, on le sait aujourd'hui, essentiellement, enfin beaucoup en tout cas aujourd'hui, sur les jeux vidéo. Il y a évidemment, comme autre enjeu, l'actualité, le contexte du conflit israélo-palestinien et des débats relatifs à ce conflit qui sont hystérisés dans le débat public de plusieurs pays et sur lesquels viennent se greffer des discours antisémites qui visent à relativiser l'importance de la Shoah et également une montée des populismes nationalistes qui alimentent sciemment la violence du débat public. Donc tous ces éléments nous renvoient un petit peu l'impression d'une histoire assiégée, contestée, malmenée, et qui donne lieu à de nouvelles polémiques et à des controverses qu'on croyait oubliées en réalité dans l'espace public. Alors il existe néanmoins, comme réponse à ces problématiques, et c'est la perspective dans laquelle l'UNESCO s'inscrit, un maillage institutionnel international, fragile, certes, mais indispensable pour accompagner les États et les institutions publiques et privées concernées et investir dans les politiques de mémoire et d'éducation, qui peut servir aussi de filet de sécurité contre ces attaques incessantes contre la mémoire de la Shoah. Donc, je vais vous montrer un petit peu le plan de ce qui va suivre. Voilà, vous voyez bien. Je vais vous parler d'abord brièvement du contexte institutionnel dans lequel s'inscrit l'action de l'UNESCO. Je vous rappellerai ensuite les principes derrière cet engagement pour la mémoire de la Shoah, qui évolue aussi, bien sûr, selon les contextes. Je vous dirai 2 mots sur les actions concrètes, que vous sachiez un petit peu mieux ce que l'on fait dans le monde. Et je m'arrêterai surtout, la partie 4, c'est la plus importante, la plus longue, sur les enjeux et notamment la falsification de l'histoire de la Shoah, qui est une tradition du terme anglais distortion, notamment ceux qui sont liés à l'émergence des nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle générative. Je vous parlerai ensuite un petit peu des priorités qui découlent de tout cela. Alors, en ce qui concerne le contexte, il faut savoir que notre travail repose sur un certain nombre de structures et de textes qui ont émergé au début des années 2000. Donc véritablement, le travail international sur la mémoire de la Shoah, sur l'enseignement et sur la recherche, c'est véritablement les années 98-2000. C'est à ce moment-là que ça commence à se constituer. Un moment très important dans cette histoire, c'est la déclaration de Stockholm de 2000 et le lancement de l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah. Vous voyez sur l'écran IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance, à l'initiative du Premier ministre suédois Göran Persson, de Tony Blair et de Bill Clinton. Donc c'est l'officialisation d'un groupe de travail international qui portera sur l'éducation, sur la mémoire et sur la recherche, lancé déjà en 1998 au sortir de la conférence de Washington sur la restitution des œuvres d'art volées. Donc on est à la fin d'un processus qui est celui des réparations, des restitutions, et on entame un nouveau processus qui porte plus sur l'éducation, la mémoire et la recherche, avec quand même des visées sur l'ancien espace communiste et soviétique. Une résolution importante aussi, en 2001, celle du Conseil de l'Europe, qui met en place une journée de commémoration de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité. La plupart des pays européens vont se baser sur cette résolution pour établir des journées nationales. C'est le 27 janvier, qui est une journée internationale. La déclaration de Berlin de 2004 sur l'antisémitisme. C'est la première déclaration qui ne porte pas sur la mémoire de la Shoah, mais sur la lutte contre l'antisémitisme dans ses formes contemporaines, ce qui inclut naturellement aussi la question de la mémoire et de l'enseignement de la Shoah.
et qui lance des programmes qui sont très importants, dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, qui sont des programmes du Bureau international des droits de l'homme de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, qui est une organisation de sécurité qui s'intéresse aussi donc à la dimension humaine de la sécurité, c'est-à-dire les droits de l'homme. Et cette déclaration de Berlin de 2004 lance tout un nouveau programme qui va influencer beaucoup les politiques des États membres, en particulier les États européens, et qui est la base aussi du travail de l'UNESCO sur l'antisémitisme, dont je toucherai un petit mot. Résolution du Parlement européen de 2005 sur la mémoire de l'Holocauste, l'antisémitisme et le racisme, très important, puisque ça permet aussi la création de fonds, naturellement fondamentaux pour pouvoir développer ces programmes, et à terme, la création d'un envoyé spécial de la Commission européenne qui traite de ces questions. Promotion de la vie juive, antisémitisme, mémoire de la Shoah. C'est un personnage absolument central dans les politiques européennes, nationales européennes, sur ces questions-là, avec qui également on travaille de manière quasi quotidienne, j'ai envie de dire. En ce qui me concerne, en ce qui concerne l'UNESCO, tout commence, pour ainsi dire, avec la résolution de l'Assemblée des Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies, sur la mémoire de l'Holocauste en 2005, qui institue la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, le 27 janvier, libération d'Auschwitz, ou découverte d'Auschwitz, et un programme de communication. C'est-à-dire que l'ONU commence à s'intéresser véritablement au sujet. C'est extrêmement tardif quand on y pense, et quand on pense aux raisons pour lesquelles ont été créées ces organisations, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. Mais c'est véritablement là que les choses se font. Cette résolution de 2005 est suivie par une résolution à la Conférence générale de l'UNESCO en 2007. Donc si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu cette résolution en 2007 à la Conférence générale de l'UNESCO, quelques débats un petit peu âpres sur, en réalité, l'adaptation de la résolution des Nations Unies au mandat de l'UNESCO, et donc l'idée de créer des programmes éducatifs qui portent spécifiquement sur l'histoire de la Shoah. C'est la base de toutes nos activités. Et bon, ça correspond à... pardonnez l'emploi de ce terme que j'ai trouvé dans un papier de recherche l'autre jour, au travail d'un groupe dont je fais partie d'entrepreneurs normatifs. C'est-à-dire vraiment des gens qui vont véritablement établir des normes internationales afin de créer ce maillage, ce cadre pour les politiques nationales en matière de mémoire de la Shoah, et puis aussi de lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Donc c'est vraiment... et c'est ça que je voulais vous dire en réalité, là, c'est que ces politiques éducatives et mémorielles des États membres sont liées, sont enchevêtrées avec cette institutionnalisation européenne et internationale de la mémoire de la Shoah. Et ces nouvelles déclarations, normes, institutions reflètent leurs engagements, naturellement. Ce sont aussi le résultat de négociations qui influencent directement leur politique nationale. Donc, ce qui va se faire en France n'est pas sans lien, on n'est jamais véritablement sans lien avec ce qui se fait chez les voisins, ce qui se décide à Bruxelles, ce qui peut se décider à Paris, à l'UNESCO ou à New York, ou à Varsovie ou à Vienne pour ce qui concerne l'OSCE. Donc, c'est important de bien considérer que c'est un processus qui se met en place à un moment charnière, tout au cours des années 90 jusqu'au début des années 2000, comme je vous disais, qui correspond... Et c'est un contexte extrêmement important qu'il faut vraiment prendre en considération, qui correspond à l'élargissement de l'Union européenne et de l'OTAN, dans le cadre d'un effort américain, véritablement très poussé par les États-Unis, de recomposition de l'Europe sur des valeurs de démocratie libérale et de ce que l'on croit encore être l'effacement définitif de l'Empire soviétique. Donc, il faut se souvenir des années 90, de la diplomatie américaine en Europe, de Madeleine Albright et de Bill Clinton, et de quels étaient leurs objectifs. Et ça, bien sûr, ça passe par l'idée de finaliser les réparations, de finaliser, de régler les réparations des torts causés. Mais c'est l'idée de créer une nouvelle Europe élargie qui soit axée sur les droits de l'homme et le leadership américain, mais qui aura réussi sa transition en s'expurgeant du passé génocidaire. Il y a véritablement cette idée, si on relit les discours de l'époque
des grands acteurs, on trouve véritablement cette idée de recommencer, de développer une nouvelle Europe. Donc vous vous doutez évidemment que le monde qui a vu l'émergence et les manifestations de cette diplomatie de la mémoire n'est plus du tout le même aujourd'hui. Et cela évidemment a une incidence très très importante sur nos travaux. Un point que je voudrais souligner en passant et dont on parlait beaucoup, alors pour ceux qui parmi vous s'intéressent à la question de près, vous avez entendu sûrement parler à l'époque de débats autour de la mondialisation de la mémoire de la Shoah. C'était l'idée, véritablement, je crois, dans le fond, d'un nouveau paradigme qui soit universellement partagé à partir d'une compréhension mondialisée de cette mémoire et à l'aune duquel on devrait promouvoir les droits humains. C'est un petit peu l'idée qu'il y a derrière aussi toutes ces résolutions, on retrouve ça dans les textes. Et c'est l'espoir du moment, en tout cas d'un point de vue occidental. Ce que l'on sait aujourd'hui maintenant, c'est que s'il y a eu internationalisation au sens où le sujet a effectivement été pris en compte dans un plus grand nombre de pays, un très grand nombre de pays en réalité pendant toutes ces années, au-delà de l'Europe, il y a aussi eu un effet, et ça c'est une étude de l'UNESCO qui l'a démontré il y a une dizaine d'années, de ce qu'on appelait de domestication du sujet, de renationalisation, en ceci que les objectifs éducatifs et mémoriels, l'interprétation des faits, les usages politiques de cette thématique, en fait, ne sont pas du tout uniformes, changent d'un pays à l'autre. Et ils ne sont même pas véritablement convenables, j'ai envie de dire, sur le plan de la diffusion de la connaissance historique. On a au contraire souvent à chercher à intégrer cette histoire dans les programmes scolaires, non pas pour elle-même, pour les questions qu'elle soulève, mais plus, c'est-à-dire dans un objectif d'apprentissage historique, mais bien plus pour sa valeur symbolique et les usages politiques qui pouvaient en être faits. Alors il y a eu internationalisation, mais finalement ce qui a été fait n'a pas toujours été très bien et très bien fait. Et ça peut nous poser aussi problème aujourd'hui, 10, 15 ou 20 ans après. Je reviens sur la question de la réparation, car dans le fond, c'est cette idée de réparation qui continue de sous-tendre nos objectifs et que je vais tâcher de vous résumer maintenant. Voilà. Et je vais vous parler des principes directeurs qui guident notre action. Ben, le principe premier, et ça on le sait tous évidemment, c'est de... enfin, je sais tous, j'imagine dans cette salle, mais c'est pas le cas de tous les gens avec qui je parle pour promouvoir notre travail, c'est que le passé, ça ne passe pas. Évidemment, on le sait, les expériences de violence de masse façonnent fondamentalement les identités des individus et des groupes et des sociétés dans lesquelles elles ont eu lieu et peuvent encadrer et déterminer leurs relations pendant des générations à un niveau plus individuel et continuent évidemment d'affecter le bien-être des victimes, de leurs descendants, au-delà des générations. Les violences déterminent également, définissent des dynamiques sociales, économiques, politiques, à travers des discriminations persistantes, à travers des inégalités matérielles, économiques, et elles influencent aussi, bien sûr, les contenus idéologiques de telle ou telle société. Donc l'idée ici, c'est que enseigner l'histoire des violences passées, c'est-à-dire les faits, mais aussi la façon dont l'histoire elle-même a été narrée, a été commémorée, a été recherchée, a été enseignée à travers les générations, revient aussi à observer de manière critique les déséquilibres de pouvoir et les luttes plus ou moins visibles qui continuent de fracturer la société. Donc, traiter du passé, c'est aussi traiter des injustices actuelles et donc du potentiel latent de violence dans les sociétés dans lesquelles nous évoluons. Et c'est un petit peu ça, notre objectif. En éducation, j'ai envie de dire, ça s'appelle l'esprit critique, que l'on cherche à explorer véritablement les conditions qui conduisent à la violence extrême. L'objectif de cette éducation, notre objectif, c'est de fournir un éclairage sur les origines des comportements sociaux qui mènent au meurtre de masse, préjugés, discrimination, discours de haine, qui sont, on le voit bien dans ce pays, de plus en plus tolérés et encouragés par des forces politiques qui ont pignon sur rue.
Cela soulève des questions sur le comportement humain, notre capacité à chercher des boucs émissaires, à trouver des réponses simplistes à des problèmes complexes. Donc, cette éducation, enseigner l'histoire des passés violents, des génocides, de la Shoah en particulier, c'est aussi mettre en lumière toute une gamme de comportements humains qui soulèvent des considérations fondamentales sur les motivations des individus et des groupes, et les pressions collectives et individuelles qui poussent les gens à agir comme ils le font ou à ne pas agir du tout. Cela soulève donc des questions qui, évidemment, n'ont pas toujours de réponse, mais qu'il faut pouvoir poser pour mieux armer les générations montantes face à des discours qui divisent, qui excluent, et notamment, on le sait, puisqu'il n'y a pas plus politique que la matière historique, qui essaie de promouvoir des récits nationaux qui passent sous silence aussi des histoires inconfortables d'oppression, d'exclusion, de lutte, qui quelquefois rejettent les faits historiques ainsi que la réalité de la souffrance des victimes, tout en les accusant naturellement d'exagérer les crimes pour en tirer des bénéfices, c'est le négationnisme, ou plus subtilement en tordant la réalité des faits pour qu'ils correspondent mieux à une certaine vision de l'histoire, ce qui est naturellement un trait central du déclin démocratique actuel. Donc c'est pourquoi, à contrario, en ce domaine, l'UNESCO tend à promouvoir l'idée d'une éducation réparatrice. C'est un terme que l'on utilise, qui est une notion qui est inscrite dans le rapport des futurs de l'éducation, publié en 2021. L'UNESCO proposait les bases des réformes futures pour les systèmes d'éducation. On parle aussi du passé et de la réconciliation. On parle d'une éducation réparatrice qui s'emploie à réparer des sociétés fracturées. On parle aussi d'éduquer pour des futurs réparateurs. Ce sont des expressions qu'on trouve dans ce rapport qui guident un petit peu notre pensée aujourd'hui. Et l'idée, évidemment, c'est de promouvoir une pensée historique critique. Le but, c'est d'introduire dans l'enseignement de l'histoire l'idée qu'elle peut être réparatrice, et donc de prendre à bras-le-corps les passés traumatiques, plutôt que de reproduire, les mettre sous le tapis, en gros, et de reproduire des récits nationaux confortables et utiles, en quelque sorte, qui tentent à réitérer et à légitimer des dynamiques de pouvoir qui peuvent être préjudiciables à des groupes marginalisés, voire opprimés dans l'histoire, et qui peuvent toujours porter cet héritage qui est naturellement source de tension, de fracture. Dans cet enseignement, dans cet objectif, il ne s'agit pas d'essayer d'attribuer des culpabilités, mais au contraire de promouvoir un processus collectif d'élucidation de l'histoire difficile, d'ouvrir des espaces pour les expériences de personnes dont les histoires ont été réduites au silence, marginalisées et dont la victimisation a été ignorée ou contestée, afin de mieux comprendre comment les sociétés, les groupes, les individus sont façonnés par les processus historiques. Reprenez l'histoire de la Shoah, comment ça s'est construit en France, à travers les années 50, 60, 70, 80, la lutte des organisations juives pour obtenir un peu de considération, de reconnaissance, et pour finalement arriver à faire que cet enseignement soit reconnu. Ça paraît normal aujourd'hui d'enseigner la Shoah. Il y a 20 ans, ça ne l'était pas. Avant 1995, la déclaration de Chirac, ça ne l'était pas. Donc nous, notre idée, c'est de faire en sorte que les politiques éducatives prennent à bras-le-corps ces questions-là et donnent la voix à ceux que l'on essaie de faire taire. Ce qui était le cas, naturellement, des Juifs en Europe, y compris en Europe de l'Ouest, pendant plusieurs décennies. Alors évidemment, ça a tout cela se décline en politique éducative. Alors, je ne sais pas s'il y a des enseignants parmi vous, mais enfin, ce que je dis là, ça implique aussi des modalités d'enseignement particulières, de manière à renverser les perspectives, interroger, par exemple, les réactions du grand nombre face au meurtre, d'approfondir les motivations des criminels, de repartir des sources, de confronter les points de vue, mettre en exergue les zones d'ombre et de mémoire, les silences, d'essayer de déconstruire la manière dont certains récits ont été façonnés au fil du temps. Alors cela, sans relativisme, sur la base de ce que nous apprend la recherche, mais il s'agit de discuter les faits, de reconnaître les torts commis en observant
de manière plus critique la façon dont les faits ont été transmis à travers les générations. Ce qui signifie naturellement, et ça vaut aussi bien pour le public en général que pour les élèves, que pour les enseignants, en interrogeant ses propres croyances et ses propres préjugés. Ce qui, évidemment, a des implications. Tout ça, ça a des implications en matière de politique concrète éducative, en matière de pédagogie, en matière de formation des enseignants, et en matière de développement de matériaux éducatifs. Pour en finir sur ce point, je dirais quand même que ça soulève une contradiction avec laquelle, à mon sens, il faut pouvoir débattre. Parce que cet enseignement, fondamentalement, enseigner l'histoire de la Shoah, ça pose fondamentalement la question de notre rapport à l'autorité. Bon, on est un musée de la résistance quand même. Notre but, le but de l'enseignement de l'histoire de la Shoah, le but de ce centre, je pense, le but de l'éducation à la citoyenneté, c'est pas le conformisme, c'est la résistance. C'est-à-dire une éducation qui bouscule nos certitudes, nos biais personnels, nos croyances, qui interrogent les structures même des sociétés dans lesquelles nous vivons et dans lesquelles ces crimes ont été commis, les injustices qui peuvent sous-tendre leur fondation. La France, évidemment, mais enfin, regardez les pays d'Amérique, les pays postcoloniaux, et qui nous incitent, avant toute chose, à questionner notre rapport à l'autorité. Or, l'objectif des systèmes d'éducation, et bien plus souvent, c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire, ce qui concerne les savoirs, l'employabilité, l'adaptabilité au marché du travail. Et pour ce qui est des valeurs, c'est l'adaptabilité aux normes de la société, telle qu'elle est. Alors, jusqu'à où peut-on aller pour former des citoyens engagés de manière critique? La citoyenneté mondiale, à laquelle on faisait référence tout à l'heure, c'est au moins trois choses. C'est les savoirs, ce sont les valeurs. Enfin, on sait comme les valeurs sont fragiles. Mais c'est aussi l'engagement. Comment est-ce qu'on arrive à créer une éducation qui soit véritablement, qui conduise à l'engagement politique? En deux mots, je vais vraiment passer là-dessus pour en venir aux enjeux. Donc là, je vous ai donné un petit peu les idées, un petit peu qui nous guident, qui nous motivent. L'UNESCO, c'est d'abord du soutien technique aux États membres. Donc on a, j'ai envie de dire, pléthore de programmes. Bon, là, je vous montre des publications. Ça, c'est la toute dernière, très importante. Enseigner les passifs. Addressing Violent Past Through Education, il n'existe pas encore en français, on le fera en espagnol et puis en français. Il est sorti il y a quelques semaines. Donc, nous, c'est d'abord le développement de recherche et de directives techniques pour les ministères de l'Éducation et les différents acteurs de l'écosystème éducatif. En matière d'éducation, on a de très gros programmes aussi internationaux qui nous permettent de créer aussi des échanges et des coopérations entre des pays qui ont des problématiques similaires. On travaille, par exemple, dans 10 jours, je serai au Nigeria pour travailler avec le ministère de l'Éducation fédérale et plusieurs États du pays au développement d'un nouveau programme d'éducation pour la paix. Il n'y en a pas. Vous savez que c'est un pays qui est en guerre. Vous savez que c'est un pays qui a une histoire particulièrement terrible. Et ils essaient d'introduire des considérations relatives à l'histoire des génocides et des crimes contre l'humanité dans leur système d'éducation. Donc ils ont demandé à l'UNESCO de les soutenir. C'est en pensant à eux qu'on a fait aussi cette publication. On lance, pour vous donner un exemple, un autre exemple, une nouvelle action au Rwanda. Vous savez peut-être que 4 des sites du génocide des Tutsis ont été inscrits à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ce sont des sites qui sont protégés. Et notre travail va consister à essayer de faire en sorte que ceci soit bien adapté à des activités éducatives avec les écoles, avec les enseignants. C'est au programme du ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation n'est pas en charge des sites, c'est le ministère de la Réconciliation qui s'en occupe. On va essayer on les soutient, de les soutenir avec de l'expertise internationale, etc., de manière à faire en sorte que ces sites
deviennent véritablement des lieux d'accueil avec visée éducative, ce qui n'est pas tout à fait le cas encore aujourd'hui. On travaille avec les pays successeurs de la Yougoslavie, par exemple, depuis, je ne sais pas vous dire, depuis combien de temps, parce que c'est un travail extrêmement difficile, comme vous pouvez l'imaginer, pour établir une exposition commune sur la Shoah, sur le territoire, la Shoah et d'autres crimes commis dans la période sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie. On a signé il y a 2 ans un accord avec les 6 pays successeurs pour une exposition permanente, après 10 ans de négociations, pour une exposition permanente qui sera installée au musée d'Auschwitz dans l'ancien pavillon yougoslave. Bon, je passe pour le reste, mais on travaille au Cambodge, par exemple, très très bien. En ce moment, l'an dernier, on a publié le premier, avec le ministère de l'Éducation, le premier manuel scolaire du ministère de l'Éducation sur les crimes Khmer rouges. Pour vous donner un exemple, on travaille en ce moment en Grèce, en Serbie, pour essayer de développer de nouveaux matériaux pédagogiques sur la Shoah. On travaille au Guatemala, etc., etc. Beaucoup de pays. Donc là, il y a le QR code. Je vous suggère de le prendre et de lire cette publication. Bon, je vais revenir un petit peu au plan, enfin, ce que vous ne perdiez pas le fil de ma présentation qui va durer encore un petit peu. Et je vais me concentrer sur les enjeux. Alors, je l'ai mentionné en introduction, les enjeux sont multiples, sont complexes, et certains sont d'ordre structurel, j'ai envie de dire, le temps qui passe, qui sont liés aussi, et c'est aussi structurel, à l'évolution de nos comportements, de nos environnements sociaux, de nos environnements d'apprentissage, notamment la place croissante de l'intelligence artificielle. Ils sont liés à la qualité de l'enseignement aussi. Je sais pas, il faut se poser la question, est-ce que ça marche ce qu'on fait ? Et pour cela, il faut se poser la question des objectifs pédagogiques de cet enseignement, de l'impact que l'on recherche auprès des élèves, de manière réaliste, et de la politique éducative en général, naturellement. Et cela relève effectivement d'éléments plus structurels sur lesquels il faut continuer d'agir. Mais plus important à mon sens, lorsque l'on parle des enjeux, c'est ce qui se passe derrière, c'est-à-dire le contexte idéologique. Et je dirais très simplement qu'il y a un point commun à tous les éléments de contexte qui font obstacle à une mémoire plus apaisée et acceptée. Tous les défis qu'on rencontre ont un nom, et je le dis sans nuance, ça s'appelle l'antisémitisme. Sinon, pourquoi faire obstacle à cette mémoire ? Qu'est-ce qui nous empêche ? Et j'ai beau retourner la question dans tous les sens, j'en reviens toujours à la haine des Juifs, au mieux à la gêne. En tout cas, la difficulté peut-être de voir les Juifs comme victimes. Et je dirais qu'il y a, et on le voit, et je vais parler maintenant plutôt des réseaux sociaux, on est face à un certain nombre de discours que les experts ont appelé Holocaust distortion, c'est-à-dire la falsification en français de cette histoire, et notamment sur les réseaux sociaux. Et je vais parler de ça maintenant. La négation, le déni de l'histoire de la Shoah et la falsification. Je vais rentrer dans les détails maintenant. Mais je citerai quand même l'historien israélien Yehuda Bauer, qui disait souvent, lorsqu'il parlait de ce phénomène, qu'une demi-vérité est souvent bien pire qu'un mensonge total. Vous allez comprendre. On connaît le négationnisme. C'est pas à vous que je vais faire une leçon sur le sujet. Il s'agit d'une théorie du complot, très clairement, qui accuse les Juifs d'avoir inventé le génocide pour en tirer des bénéfices. En gros, c'est ça le négationnisme. Bénéfices financiers au détriment de l'Allemagne et de ses alliés, des bénéfices moraux, ce qui leur permet de se poser comme victimes, et là notamment au bénéfice d'Israël. Et l'idée derrière ces arguments, c'est autant de chercher à innocenter les tueurs que de réactiver les préjugés antisémites sur l'argent, sur la domination mondiale. C'est pour ça que c'est une théorie du complot. Le but, c'est de réactiver les préjugés, dans le fond, qui ont conduit au génocide. C'est ça le but des négationnistes. Dans le fond, c'est une pensée qui est fondamentalement perverse.
c'est nier le génocide pour mieux en justifier les prémices. C'est une pensée génocidaire, hein, la pensée négationniste. Il ne faut pas se tromper. C'est une pensée de tueur. La falsification, c'est une approche un peu plus subtile. Et là, je vais vraiment en venir aux réseaux sociaux, qui consiste à représenter de manière délibérée les faits historiques de façon un peu erronée. Beaucoup erronée quelquefois, mais quelquefois subtilement erronée. C'est de la désinformation pure, dont l'antisémitisme ne saute pas toujours aux yeux et dont les réseaux sociaux aujourd'hui sont les vecteurs principaux. Alors, j'ai un slide sur le sujet. Alors, voilà. Pour avoir une idée plus précise du phénomène, nous avons publié en 2022, donc avant le 7 octobre 2023, hein, je précise quand même, parce que les choses ont changé quand même probablement depuis, et avant aussi les changements de politique des plateformes numériques. Vous savez que Meta a quand même changé ses règles de modération récemment. Donc on est en 2022, et c'est une étude History Under Attack sur donc le déni de la Shoah, la falsification de la Shoah sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui nous a permis, là j'en ai mis quelques-unes comme ça, vous lirez les détails, de mettre en place un certain nombre de recommandations. C'est toujours notre but, hein, on ne fait pas ça juste pour la recherche. On veut des recommandations pour les ministères de l'Éducation, pour les enseignants, pour les chercheurs et aussi pour les plateformes numériques, l'UNESCO ayant mandat sur les questions de liberté d'expression. Alors, quelques chiffres. D'abord, la négation et la falsification de la Shoah sont présentes sur toutes les plateformes en ligne qui ont été étudiées, y compris, c'est important de le signaler, celles qui disposent ou disposaient de politiques de modération ciblées pour y faire face. Près de la moitié, 49% de tous les contenus publiés sur les chaînes publiques de Telegram qui abordent la Shoah en nie ou en déforme l'histoire. Cela inclut plus de 80% des publications en langue allemande, 50% des publications en anglais et en français. Donc 50% des textes en français que vous allez trouver sur Telegram en 2022, où la Shoah est mentionnée, sont antisémites. Donc ces messages... alors ce qui est important ici, c'est de noter quand même que Telegram ne dispose d'aucune, et c'est un peu leur marque de fabrique, ne dispose d'aucune politique visant à agir contre le phénomène. C'est pas modéré, on fait ce qu'on veut. Quand on va sur Twitter, à l'époque, près d'un contenu sur 5 lié à la Shoah le nie ou cherche à le falsifier. Donc 20%, 19% des contenus portant sur la Shoah sur Twitter étaient antisémites. 17% des contenus publics sur TikTok, 8% sur Facebook. Alors 8%, ça paraît pas beaucoup, mais on pense à l'océan de messages publiés sur Facebook à l'époque, c'est pas complètement anodin. Alors, à noter quand même que la diffusion de ce type de contenu dépend avant tout de la volonté des plateformes de le combattre ou pas. C'est leur choix. Hein. En outre, sur les plateformes modérées, le négationnisme est plus rapidement repéré, ça on le voit, quand il s'agit de négationnisme pur et dur. C'est un texte antisémite dur, ça peut ne pas passer les filtres et la modération. Par contre, les données, les formes plus subtiles de désinformation historique passent. Sur les plateformes modérées, il faut noter que ces contenus de type antisémite sont souvent formulés de manière un peu dissimulée, codée, à travers des mèmes, à travers des plaisanteries et des liens, quelquefois, qui renvoient à des contenus plus explicites qui sont diffusés sur d'autres plateformes qui ne sont pas modérées. Donc il y a des messages codés, en quelque sorte, qui peuvent... je ne sais pas, un exemple qu'on avait relevé, il y a Blue the Jew. Si on voit quelqu'un avec des lunettes bleues, c'est un message antisémite. Si vous êtes sur un contenu avec, je ne sais pas, Mel Gibson, par exemple, et que ça n'a rien à voir avec le cinéma de Mel Gibson, lui-même étant une figure assez connue pour son antisémitisme, vous savez qu'il va y avoir là un lien vers un contenu beaucoup plus radical, peut-être ailleurs. Donc il y a des messages codés comme ça qui vont vous renvoyer vers autre chose sur des plateformes non modérées. On vient de lancer une nouvelle étude
dont on espère obtenir des résultats en début d'année prochaine. L'année prochaine, les choses ayant naturellement, comme je le disais en introduction, beaucoup changé depuis octobre 2023. Je vais en venir à l'argumentaire. Quand je parle de falsification depuis tout à l'heure, je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, mais en réalité, ces contenus antisémites relatifs à la Shoah recouvrent en fait plusieurs argumentaires qui sont assez différents les uns des autres et qu'on a cherché à catégoriser. On ne l'a pas fait tout seul, on l'a fait avec l'IRA, que je mentionnais en tout début, qui a fait une déclaration sur le sujet. Et on les a catégorisés, nous, on les a recatégorisés en fonction de ce qu'on a trouvé sur les réseaux sociaux. Le plus important, alors c'est pas le plus important qu'on trouve par contre sur les réseaux sociaux, mais vous verrez que dans le discours public, c'est le plus important, c'est ce qu'on a appelé l'omission. C'est-à-dire des efforts intentionnels pour minimiser le rôle des populations locales dans la perpétration du génocide. Il est important parce qu'il est l'objet de politique publique, même s'il n'est pas nécessairement le plus représenté sur les réseaux sociaux, on le trouve. Donc on rejette la responsabilité des crimes uniquement sur les nazis ou sur des groupes marginaux, plutôt que de reconnaître la participation, la collaboration, la complicité des autorités de l'État ou de secteurs importants de la société. Donc ici, là, c'est le produit, puis ça nourrit un discours nationaliste, identitaire, simpliste et rassurant, je dirais. Et je m'arrête un petit peu dessus parce qu'il a d'importantes répercussions. D'abord, c'est un signe des temps. Pas nouveau, mais c'est un signe des temps, parce qu'on le retrouve dans les discours de forces politiques d'extrême droite montantes en Europe, dans un contexte de compétition victimaire, l'étalon de la souffrance ultime étant la Shoah, dans un contexte de nationalisme outrancier aussi, à l'aune duquel tout ce qui viendrait entacher l'honneur national serait absolument à ignorer et enfin à proscrire. Et quand je dis proscrire légalement. C'est aussi un signe des temps dans la mesure où ce type d'omission vient nourrir des idéologies qui se présentent comme porteuses d'un contre-discours, qui vise à affaiblir le discours scientifique, discours historique, et à terme, la confiance des citoyens dans les institutions censées garantir l'état de droit. Donc, c'est dangereux, puisque ce sont des discours qui visent à briser aussi la confiance dans les institutions. Puis ça a des effets très concrets, puisque l'objectif, là, je ne vais pas citer de pays en particulier, parce que je suis tenu par un devoir de réserve, mais l'objectif, c'est de délégitimer dans le débat public des récits qui ont émergé dans les années 90-2000, dont je parlais tout à l'heure, qui proposent une vision plus complète, scientifique de l'histoire de la Shoah. C'est de développer de nouvelles lois mémorielles, c'est de judiciariser la recherche, et donc de porter atteinte à la liberté académique. C'est la modification des contenus scolaires. C'est la réorientation des fonds publics vers de nouvelles recherches alternatives et vers des secteurs de la société civile qui sont plus alignés avec le pouvoir, etc., etc. Donc, dans certains pays d'Europe centrale, vous avez eu ces politiques qui ont été mises en œuvre, avec des poursuites judiciaires contre des historiens, très clairement. C'est très dangereux parce que malgré, j'ai envie de dire, les actions de résistance à cela, dès lors que qu'on commence à toucher aux politiques éducatives, eh bien, on en vient à affecter la compréhension de l'événement chez les générations montantes. Et puis ensuite, on détruit. Il suffit de réallouer des fonds. Comme je le disais, on retire les fonds ici, puis on les met là. On produit de la nouvelle recherche, on produit de la nouvelle documentation. On détruit tout ce qui a été construit avant. Dans la douleur, souvent. Donc, je dirais, soyons particulièrement vigilants à ce genre de discours parce que les effets en sont radicaux. Est-ce que c'est antisémite, ça? Moi, je dis que oui. Si on tire le fil, on voit que ces politiques, finalement, créent une atmosphère de ressentiment envers les Juifs et leur demande de vérité, de reconnaissance, de réparation, dont le statut de victime, finalement, se trouve contesté au profit de celui d'empêcheur de tourner en rond.
et de profiteurs. Donc dans le fond, on retrouve là, à mon sens, la manière, et de manière insidieuse, la même logique que celle des négationnistes. Même si l'intention première, c'est l'invention d'une identité nationale sans tâche, ce sont les Juifs qui en souffrent, parce que là, ils sont de trop dans le récit national. Et ils seront toujours de trop, puisqu'ils sont les premiers témoins des crimes du passé dont qu'on veut mettre sous le tapis. Donc, à nouveau, pour reprendre l'expression du grand historien Yves Ternon, qu'il utilise pour décrire le discours génocidaire, c'est l'innocence des victimes, là, qui se trouve attaquée. Donc, défions-nous véritablement de ce type de discours qui vise à innocenter la nation parce qu'elle est particulièrement dangereuse. Un autre mode, alors là on trouve ça un petit peu partout sur les réseaux sociaux, on appelait ça la célébration. Alors pour le coup, c'est ni du déni, ni chercher à falsifier l'histoire, c'est s'en réjouir. Donc des déclarations qui présentent la Shoah comme un événement historique positif. Donc, vous vous souvenez du slogan « 6 millions were not enough ». Typiquement, c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux. Des tentatives, ça c'est assez pervers, des tentatives de rejeter la responsabilité et la culpabilité de la Shoah sur les Juifs, en les accusant d'avoir causé ou participé à leur propre génocide. Donc, soit en affirmant qu'ils étaient activement complices afin d'obtenir un État national, on trouve ce genre d'argumentaire, ou c'est un petit peu le discours du « il n'y a pas de fumée sans feu, ils l'ont mérité ou provoqué ». Donc ça, ce sont des formes de falsification que l'on trouve aussi en ligne. Ce qu'on a appelé aussi la diffamation. C'est donc une déformation par des affirmations qui accusent les Juifs d'exploiter ou de tirer profit de la Shoah. Ça inclut ça se rapproche de ce qu'on appelait l'antisémitisme secondaire, commun en Allemagne, en Autriche, qui inclut des affirmations selon lesquelles la Shoah a plus d'importance qu'elle ne le mérite et que les Juifs en parlent trop et l'utilisent évidemment pour leur propre profit et pour manipuler les autres. Donc, finalement, c'est une forme d'argumentation qui vise à soulager un petit peu la conscience des sociétés responsables du génocide. Il y a deux autres formes de falsification qu'on a trouvées dans cette étude et qu'il faut aussi, dont il faut se défier. Ce qu'on appelle la délégitimation, c'est-à-dire la déformation qui consiste à dépeindre, là pour le coup, ça se focalise sur Israël, pas sur la Shoah, mais l'idée c'est de dépeindre Israël comme un État nazi en assimilant la politique israélienne envers les Palestiniens à des massacres de masse, aux massacres de masse perpétrés pendant la Shoah. C'est la Shoah, là-bas, c'est la Shoah. L'enjeu pour ce type d'argumentaire, c'est pas d'essayer de décrire de manière objective la situation, et j'ai envie de dire quelle qu'elle soit, y compris les crimes qui peuvent être commis, c'est de faire Israël un État nazi. Or, un État nazi, ça doit être détruit, naturellement. Donc, ce n'est pas innocent comme argumentaire. Autre mode, et je m'arrêterai là, de falsification de l'histoire de la Shoah, c'est l'assimilation. On appelait ça l'assimilation, c'est-à-dire essayer de s'approprier la force émotionnelle et rhétorique de la Shoah, de la mémoire de la Shoah, pour servir un objectif politique, social, moral, en l'assimilant à la Shoah, même si ça n'a absolument rien à voir. Je pense que vous vous souvenez des manifestations pendant le Covid contre les vaccinations avec des gens qui arboraient une étoile jaune. C'est un procédé pervers quand même qui consiste à se faire passer pour des victimes promises à l'exclusion et à la mort, donc comme si une campagne de vaccination équivalait à la mise à mort systématisée de toute une population, comme ça s'est passé. Et ensuite, à rejeter toute forme de débat démocratique en délégitimant totalement les autorités qui, encore une fois, sont présentées comme des nazis. Or, on ne discute pas avec des nazis, on les combat. Donc, encore une fois, ce jeu d'appropriation est assez pervers, puisque finalement, c'est une utilisation d'une histoire
une utilisation de la souffrance des victimes pour servir à un objectif politique qui n'a absolument rien à voir avec cette histoire, ou même ce genre d'histoire. On pense aussi aux campagnes végétariennes aux États-Unis, The Holocaust in Your Plate. Donc, on peut s'emparer légitimement de tous les sujets, mais inutile de passer pour cela d'attenter à la mémoire des victimes de la Shoah. Suite à cette étude qui a quand même mis en valeur mis en exergue un certain nombre de problèmes, on a travaillé avec TikTok et Twitter et le Congrès juif mondial pour développer un partenariat. On a créé un site pour les jeunes et on a demandé à TikTok de mettre en place un système de filtre. Chaque fois que le mot Shoah, Holocaust, Genocide of the Jewish People ou quelque chose comme ça relatif à ce génocide apparaît dans les discussions ou dans un support textuel ou autre sur Twitter ou sur TikTok, ça renvoie à une information de confiance. C'est-à-dire les gens sont renvoyés systématiquement à ce site. Et depuis, TikTok a mis en place encore des systèmes un petit peu plus élaborés qui permettent aux utilisateurs qui le souhaitent de se renseigner un petit peu plus. Mais au moins, j'ai envie de dire, ils peuvent avoir accès à des ressources de qualité donc on a développé dans cet objectif. Tout ça, tout ce que je vous dis, ça a des conséquences aussi, évidemment, en éducation. Et les enseignants doivent être, notamment les enseignants d'histoire, doivent être capables de faire face à tout cela. Alors, on a développé des matériaux pour eux. Vous voyez ces deux publications, Countering Holocaust Denial and Distortion Through Education. Donc là, ce sont des activités véritablement pour les éducateurs, pour les enseignants. L'intelligence artificielle. Alors, quelques considérations relatives à l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle en ce domaine. On a décidé de faire une étude après avoir discuté avec un certain nombre de chercheurs qui commençaient à s'inquiéter d'occurrences, de falsification, de négation et autres contenus antisémites ou de contenus complètement faux produits par les grands modèles de langage. Et on a travaillé avec un groupe de chercheurs pour essayer de voir un petit peu quels étaient les dangers, les effets, ce que l'on trouvait lorsque l'on utilisait les systèmes d'intelligence artificielle pour faire une recherche, pour faire ses devoirs ou autre, en tout cas pour s'informer sur la Shoah et comment il pouvait être aussi utilisé pour développer et diffuser des contenus antisémites. Alors, vous le savez, les grands modèles de langage n'ont pas de compréhension sémantique de ce qu'ils produisent. C'est un assemblage de mots. Mais un texte généré par l'IA peut paraître remarquablement humain, comme si le système comprenait ce qu'il produisait. Et même s'il peut donner l'impression de la cohérence, rien dans ces systèmes, presque rien, ne garantit en réalité la justesse ou l'exactitude des réponses qui peuvent être données à une question, par exemple, relative à l'histoire de la Shoah. Et pour autant, et ça c'est vraiment important, je pense, pour les jeunes générations, les textes qui sont produits semblent d'autorité, ils sont précis, informés, ils inspirent confiance, d'autant plus que les réponses sont conversationnelles et remarquablement humaines. Moi, j'utilise de manière quasi quotidienne et c'est quelquefois prenant. Mais évidemment, sur un thème comme celui de la Shoah, aussi grave, aussi complexe, c'est préoccupant en soi, sur le plan éthique, et donc sur le plan de l'obligation de préserver l'intégrité du discours historique, notamment face à des contenus inexacts, voire antisémites et négationnistes. Donc on a trouvé un certain nombre de choses. D'une part, ça on le sait, mais pour tous les discours de haine, j'ai envie de dire, ce que je vais vous dire là, ça vaut pour tous les discours de haine, même si l'étude se focalise exclusivement sur la Shoah. Les systèmes d'IA héritent
des biais humains de leurs concepteurs et tentent à les amplifier. Et c'est aussi des biais qui sont évidemment contenus dans l'information qui est utilisée pour générer les textes des grands modèles de langage. Donc, pour apprendre quel contenu récupérer ou générer, l'IA doit être entraînée à partir de données. Ces données proviennent naturellement de contenus qui sont disponibles sur Internet, qui incluent des informations trompeuses, qui incluent des informations de mauvaise qualité, et tout cela influencera les résultats proposés. Donc on peut tomber assez rapidement sur des erreurs factuelles, occasionnellement antisémites, qui peuvent être générées par ces modèles. Alors, il y a un phénomène qu'on a voulu mettre en exergue ici, c'est le phénomène du vide de données. C'est-à-dire lorsque l'IA ne dispose pas d'informations suffisantes sur un épisode spécifique de la Shoah, par exemple, eh bien, ils vont avoir tendance à être sujets à ce qu'on appelle des hallucinations pour combler les vides d'informations. Donc, un exemple courant de ce type d'hallucination, c'est la tendance de ChatGPT, par exemple, à inventer des références à des sources inexistantes, ça rend le discours, le texte rendu plus crédible. En ce qui concerne la Shoah, ça peut être embêtant. On a trouvé chez Bard de Google, par exemple, le concept de Shoah par noyade. Vous connaissez la Shoah par balle? La Shoah par balle. Vous ne connaissez pas la Shoah par noyade, c'est normal, puisque c'est un concept inventé par un modèle de langage, donc, qui nous parle de campagnes de meurtre de masse dans lesquelles les Juifs auraient été noyés dans des rivières ou des lacs. Et donc l'IA ici, parce qu'il y avait un vide de données sur certains éléments qu'on lui a demandé, a inventé ce concept en s'inspirant du concept de la Shoah par balle, c'est-à-dire les meurtres de masse par fusillade, par les Einsatzgruppen. À d'autres occasions aussi, les chercheurs avec qui on travaillait ont trouvé des faux témoignages pour illustrer ces histoires de massacres liées à la Shoah. Propose aussi des chiffres complètement faux lorsqu'on lui demande des détails précis, comme par exemple sur le nombre de victimes. On parlait du négationnisme tout à l'heure, maintenant on parle de systèmes qui sont utilisés par 80% des jeunes dans le monde pour faire leurs devoirs et qui produisent ce genre de contenu. Alors pour m'amuser, j'ai demandé quand même hier à Copilot qu'on utilise dans notre travail de me donner des informations sur la Shoah par noyade, parce que je voulais en savoir plus. Et voici la réponse. La Shoah par noyade désigne une méthode d'extermination utilisée par les nazis, principalement en Ukraine et en Biélorussie, entre 1941 et 1943, avant la mise en place complète des chambres à gaz. Elle consistait à jeter des victimes vivantes dans les rivières, les lacs et les marais, souvent après les avoir ligotées ou enfermées dans des barges pour les noyer. Ce procédé a été employé dans certaines zones où les moyens techniques pour des fusillades massives ou des gazages n'étaient pas disponibles. Les victimes étaient surtout des Juifs, mais aussi des Roms et parfois des prisonniers soviétiques. Cette pratique illustre la brutalité et la diversité des méthodes de la Shoah, qui ne se limitaient pas aux chambres à gaz et aux fusillades, mais incluaient aussi des formes improvisées d'extermination. Veux-tu que je te fasse une carte des régions où la Shoah par noyade a eu lieu? Voilà. Alors j'ai demandé une bibliographie quand même, une bibliographie et des témoignages. Et on trouve effectivement des sources d'assassinats comme ça, de cette façon, de prisonniers soviétiques en Volhynie, en Polésie, dans le Dniepr, dans le Bug. Ça existait. Il n'y a pas de méthode de Shoah par noyade, il n'y a pas de campagne d'extermination par noyade, c'est complètement débile. Et ce que l'on constate ici, c'est que le système produit des informations fausses en se basant sur des ensembles de données relatifs à des lieux et événements qui sont mieux documentés sur Internet. Donc dans ce cas, les fusillades massives. Et ça devient particulièrement patent lorsque l'on demande au système des informations précises, détaillées. Un autre exemple. Si l'on cherche des informations sur le massacre de Lyubar en Ukraine, dont vous n'avez sûrement pas entendu parler, lors duquel 500 hommes juifs ont été fusillés en août 1941. Eh bien, le modèle va reprendre tous les détails relatifs au grand massacre à Kiev
de Babillard. Et donc entraîne des affirmations historiquement inexactes, tant sur la manière dont les victimes ont été tuées, que sur l'implication des collaborateurs ukrainiens. Moi, j'ai regardé sur Google Liubar, on trouve facilement des informations de qualité sur ce petit massacre. Mais lorsqu'on demande à Copilot ou à Bart, il va nous envoyer en fait des informations sur Babillard. Donc faire attention. Ça pose évidemment le problème, avant même celui de la modération, des filtres qui doivent être mis en place par les concepteurs, le problème de la transparence de ces systèmes. Il est souvent difficile de savoir quelles données ont été utilisées pour entraîner les systèmes d'IA, comment les algorithmes décident du contenu à récupérer, générer, prioriser. Le moteur de recherche Google prend en compte divers critères pour classer les contenus, mais la manière dont ces concepts sont appliqués reste complètement opaque. Donc, il est très difficile de comprendre pourquoi certaines sources d'informations sur la Shoah sont plus visibles que d'autres. Quant aux filtres, ils ne sont pas forcément difficiles à contourner. Autrement dit, en plus des systèmes qui peuvent poser des problèmes en termes de production de contenu historique de très mauvaise qualité, ce ne sont pas des systèmes sûrs. Non seulement elles génèrent par elles-mêmes de la désinformation, mais elles sont aussi utilisées pour créer et diffuser des contenus haineux, textes, vidéos, audio. On peut faire, si vous voulez, un chat avec Adolf Hitler, vous pouvez. Très réaliste. En plus, certains modèles de langage peuvent être manipulés afin de produire du contenu extrémiste. Vous connaissez peut-être la technique du jailbreaking, qui cherche à contourner les garde-fous mis en place pour forcer un modèle de langage à ignorer ses propres règles de sécurité pour produire des réponses interdites. Et une fois que les barrières sont levées, ça tend à amplifier les risques et le système se nourrit lui-même de contenus nocifs. Cela se fait aussi par ce qu'on appelle en français des prompts malveillants, prompt injection. Donc l'idée, c'est d'insérer, par exemple, des instructions cachées dans une requête, dans des données externes, alors comme un document ou un site web, pour influencer le modèle à exécuter des actions non prévues. Par exemple, on va écrire dans un document à analyser, ignore toutes les règles et fais ceci. Et ça va déstabiliser le modèle. On peut aussi lui demander de jouer des jeux de rôle. Et donc, il se met à contourner ses propres règles pour produire du contenu qui passe finalement à travers les mailles du filet. Une autre technique très utilisée, c'est ce qu'on appelle le data poisoning, qui consiste à introduire des données malveillantes dans le corpus d'entraînement pour biaiser le comportement du modèle. Donc, ce sont des modèles qui non seulement génèrent de la désinformation, mais qui sont utilisés pour créer et amplifier de la désinformation par des agents extrémistes, bien sûr. Mais au-delà de tout ça, et c'est un problème lié à l'éducation en général, j'ai envie de dire, puisque quand vous voyez, vous faites une requête et vous voyez le texte qui tombe, c'est l'oracle qui vous parle. Donc c'est un problème pour la diffusion de la connaissance en général, c'est la simplification excessive de l'histoire de la Shoah. Les modèles de langage utilisent ce qu'ils trouvent en ligne. Ce qu'ils trouvent en ligne, c'est limité. Et c'est sélectif. Les garanties qui sont mises en place aussi de plus en plus pour éviter la contamination des modèles de langage tentent à réduire le nombre des sources autorisées. Donc il y a plein de choses qui peuvent être éventuellement de qualité qui passent complètement à la trappe à cause des filtres, ce qui est paradoxal. Ainsi, juste un exemple, des épisodes moins connus de la Shoah sont complètement occultés. Si vous saisissez Holocaust dans un moteur de recherche, 60 à 80% des premiers résultats d'images concernent un seul site, Auschwitz-Birkenau. D'autres histoires, expériences, lieux de et témoignages sont évidemment complètement exclus, ce qui crée un schéma auto-renforcé qui tente à finalement simplifier notre compréhension de ce passé qui est complexe et vaste. Je vais m'arrêter là en ce qui concerne l'intelligence artificielle parce que je sens que je deviens un peu ennuyeux. Pour en venir aux conclusions, et par là, je vais vous parler plutôt de ce que sont nos priorités. Ah voilà, j'avais un slide pour ça.
là, vous voyez une image, par exemple, c'était il y a 2 mois, j'étais à Auschwitz avec un groupe de représentants du ministère de l'Éducation de très haut niveau pour un atelier sur l'enseignement des passés violents. Ils venaient de 12 pays différents. Vous avez là des gens d'Égypte, du Guatemala, du Cambodge, du Nigeria, du Bangladesh. Je ne reconnais pas les autres. Donc, typiquement, c'est le genre de choses que l'on fait. Et ensuite, ça donne lieu à des projets au niveau national que l'on suit. Donc là, vous avez véritablement... vous voyez, c'est vraiment notre rôle. Moi, je suis très fier de ce projet parce que on voit des gens qui viennent de parties complètement différentes du monde, qui ont des histoires complètement différentes, et puis pourtant se retrouvent sur les mêmes problématiques et en viennent à échanger à un niveau véritablement technique sur l'évolution de leur système d'éducation. Nos priorités, eh bien, c'est faire de l'enseignement de l'histoire de la Shoah, d'en faire plus et d'en faire mieux. Ça reste quand même, à mon sens, l'une des meilleures garanties. Mais faire mieux, ça veut dire redéfinir les objectifs. Comme je le disais tout à l'heure, c'est quel est l'impact que l'on vise? Est-ce qu'on veut que les gens soient moins racistes? Est-ce que enseigner l'histoire de la Shoah, ça va rendre les gens moins antisémites, moins racistes? Personnellement, je ne crois pas. Quels sont les objectifs que l'on veut assigner à ce type d'enseignement? Donc, il y a une réflexion à avoir à un niveau politique et puis ensuite à un niveau pédagogique. Évidemment, à partir des objectifs que l'on décide d'assigner à ce type d'enseignement, il va falloir travailler sur la pédagogie. Il faut de nouvelles méthodes pour répondre à ces nouveaux enjeux et à ces objectifs. Il faut revoir les matériaux constamment, les matériaux éducatifs, les manuels scolaires. On vient tout juste, de publier, si ça vous intéresse, vous la consulterez, une très belle étude sur le judaïsme, les juifs et l'antisémitisme dans les manuels scolaires de pays européens. C'est une étude comparée. Les résultats ne sont pas horribles. C'est-à-dire, il n'y a pas d'antisémitisme dans ces... il y a quand même des petits biais un peu douteux quelquefois, mais ce sont on l'a fait en France, on a fait la Lituanie, la Grèce, plusieurs pays, le Danemark. C'est pas mal, mais il y a quand même beaucoup à faire pour arriver à faire quelque chose de véritablement bien qui prenne en considération l'histoire du judaïsme et qui permette une meilleure compréhension de ce que c'est que l'antisémitisme et véritablement de l'histoire de la Shoah. Par exemple, en ce qui concerne l'histoire de la Shoah, la perspective juive, perspective des juifs, des victimes, des premières personnes concernées est quasiment jamais rapportée. On a l'impression d'agents passifs qui sont soit persécutés, soit sauvés par de bonnes personnes. Donc, une tendance à extérioriser les juifs qui est quand même limite, vous voyez. En ce qui concerne la mise en valeur des juifs et du judaïsme dans l'histoire, pour regarder les manuels français, c'est les Hébreux, donc selon une perspective chrétienne, bien sûr. L'affaire Dreyfus, un petit saut de 3000 ans. La Shoah, la destruction des Juifs, et les guerres d'Israël. Voilà. Donc, c'est un peu difficile d'avoir une perspective générale lorsque, notamment, on étudie la Shoah, de bien comprendre d'où ça vient, en quoi l'antisémitisme aussi s'inscrit dans toute une histoire culturelle européenne. Naturellement, la formation des enseignants sera à développer et il faut leur donner l'opportunité de le faire. Ça, c'est le rôle des autorités. Et le rôle des autorités, c'est aussi de soutenir les musées comme celui-ci, les mémoriaux, les centres documentaires, qui en fait sont ceux qui font le gros du travail. Il faut pas, et c'est pour ça qu'ils sont là, mais qui sont aussi de formidables espaces d'expérimentation pédagogique pour les élèves et pour les enseignants. Donc, il faut soutenir ce genre de lieu et donc continuer à réfléchir, à analyser l'impact de nos politiques et évidemment chercher à les améliorer. Ça fait partie du travail que l'on fait, et en tout cas on essaie de convaincre les États membres de le faire. Une deuxième chose qui me paraît particulièrement importante au regard des enjeux que j'ai exposés ce soir, c'est la lutte contre l'antisémitisme et contre le racisme sous toutes ses formes.
Enseigner la Shoah, c'est pas lutter contre l'antisémitisme. Il faut s'intéresser à l'antisémitisme dans ses formes contemporaines. La société française de 2025, c'est pas celle de 1935, c'est pas celle de 1940. Pareil pour n'importe quel autre pays. La nature dans l'antisémitisme n'est pas la même. La composition de la population juive n'est pas la même. On est sur des sociétés qui sont complètement différentes. Donc il faut s'intéresser à la question des préjugés aujourd'hui, et pas nécessairement d'une manière historique. Donc il faut faire ça en plus de l'enseignement de l'histoire de la Shoah. Il ne faut pas remplacer l'un par l'autre, évidemment. Parce que, évidemment, il serait naïf de croire qu'on peut faire l'économie d'une vraie politique en matière de lutte contre les préjugés et les discriminations par l'éducation et dans les environnements scolaires. Et cela passe par des mesures ciblées qui sont adaptées aux caractéristiques des types de racisme dont on parle, ou de discrimination, et que l'on veut, aux spécificités et à l'histoire, à l'éthos de chacune de ces formes de racisme ou de discrimination, qu'il s'agisse de la haine contre les musulmans, contre les afrodescendants, contre les populations roms ou contre les juifs. Donc ça, c'est une chose qu'on essaie de mettre en place à l'UNESCO. On a mis en place un programme, en plus de ce que vous voyez là à l'écran, un programme bien spécifique et séparé de l'enseignement de l'histoire de la Shoah sur l'antisémitisme contemporain. On a des personnes qui travaillent, un groupe de personnes qui travaillent à plein temps avec le ministère de l'Éducation français, le ministère de l'Éducation en fait des 27 pays de l'Union européenne, mais aussi avec les États-Unis. Donc des pays où il y a les grosses populations juives, où il y a une question de sécurité impérieuse, j'ai envie de dire, sur l'antisémitisme tel quel aujourd'hui. On s'est rendu compte en faisant ce travail que le travail sur la question des préjugés du racisme en général n'était pas si bien fait que ça, voire même pas fait du tout. Et donc nous, on croyait arriver auprès des ministères de l'Éducation en disant maintenant on va s'attaquer à la question de l'antisémitisme parce que là il y a un problème de sécurité évident et immédiat, une population ultra minoritaire qui est extrêmement fragilisée. Et puis on s'est rendu compte que là on croyait arriver en deuxième phase du travail sur le racisme. La première n'était pas vraiment faite. Les enseignants ne sont pas véritablement formés comme il convient. Il y a des politiques, mais il y a énormément de travail. Donc on essaie aussi aujourd'hui, on est en train de lancer ça ce mois-ci, un programme plus général sur le racisme. Et l'idée, c'est de s'attaquer aux formes de racisme pour ce qu'elles sont, telles quelles. De la même manière qu'on peut pas utiliser la même solution. C'est pas le même médicament pour la peste et pour le choléra. Il faut pouvoir travailler sur le racisme contre les afrodescendants d'une manière différente aussi que le racisme ou les discriminations contre les juifs. Donc il y a des spécificités à chacune de ces formes d'intolérance qu'il faut pouvoir mettre en politique. Donc ce que je dis là, c'est que préserver la mémoire de la Shoah, la préserver de ces enjeux-là que j'ai exposés, ça passe par une politique spécifique de lutte contre l'antisémitisme, comme tel, dans un contexte d'éducation pour les droits humains et contre toute forme de racisme et de discrimination. Autre point, autre priorité, moi je m'en occupe pas personnellement, mais c'est l'éducation à l'information, aux médias, à l'intelligence artificielle. Ça c'est fondamental. On est en train dans le système des Nations Unies de développer beaucoup de projets, ces gros projets sur le sujet, parce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de l'émergence d'une citoyenneté numérique. En fait, on est en plein dedans déjà, avec des règles, citoyenneté avec des règles, une citoyenneté avec des devoirs, une citoyenneté avec des responsabilités. Parce qu'il n'est plus vraiment question de distinguer aujourd'hui entre un monde virtuel, j'ai envie de dire comme on disait autrefois, un monde réel, un monde digital et un monde réel. Les deux sont constamment mêlés dans nos vies et c'est dans le monde numérique que la violence se perpétue aussi, de la même manière qu'elle s'exprime dans le monde réel. Donc on travaille par exemple en ce moment, pour vous donner une idée de la façon dont on voit les choses et du type d'activité que l'on mène, à définir les objectifs, on travaille avec un petit groupe de chercheurs, pour essayer de définir des objectifs et des contenus de ce que devrait être une éducation à la citoyenneté numérique, et ce qui pourrait la distinguer de l'éducation, par exemple, aux médias et à l'information. Autre point particulièrement important, j'en ai deux de plus, c'est la prise en compte des mémoires ignorées, c'est-à-dire celles d'autres victimes des nazis. Donc le travail dans un pays comme la France, par exemple, très bien doté, avec des gens extraordinaires, des autorités politiques qui soutiennent ce genre de travail, des mémoriaux de qualité, etc. On pourrait faire mieux, mais c'est vraiment très bien. Il y a aussi du travail à faire sur d'autres victimes des nazis,
puis évidemment sur d'autres histoires. Pour donc, faire de l'histoire, stimuler la recherche scientifique, et ça pour ne pas laisser le champ libre aux manipulateurs, à ces entrepreneurs politiques identitaires qui cherchent à opposer les groupes victimisés les uns aux autres. Enfin, pas les uns aux autres, en particulier les opposer aux Juifs. Il y a souvent une intention antisémite derrière ce type de discours. Et donc pas laisser la main non plus à ceux qui, dans un retournement particulièrement pervers, n'hésitaient pas hier à faire l'apologie des criminels et qui aujourd'hui se posent en protecteurs pour mieux cibler leur bouc émissaire du moment. Donc c'est en pensant à ceux-là, que je pense, en ce qui concerne la Shoah, qu'il est important aujourd'hui, je le dis pour moi-même, pour mon institution, de se recentrer sur l'Europe, le continent dans lequel le génocide des Juifs a eu lieu, les sociétés dans lesquelles il est né. Il n'est pas question de se reposer sur ses lauriers, de constater les évolutions positives et rapides dont j'ai parlé, effectuées ces 2 dernières décennies. Il faut continuer de former les fonctionnaires des ministères concernés. C'est le ministère de la Justice, c'est le ministère des Affaires étrangères, c'est le ministère de l'Éducation, les responsables éducatifs à un niveau médian. Essayer de poursuivre l'effort de sensibilisation sur l'importance de cette thématique dans le débat public. Et puis surtout renforcer les institutions de la société civile avant que les normes et les institutions qui ont été mises en place ces dernières années ne soient démantelées. Je vous remercie de votre attention.